la base, elle est là. Que le chien te regarde, qu'il y ait du focus, que tu lui montres plusieurs choses, que tu prennes du temps pour lui, mais vraiment, pas juste parce qu'il le faut. Réellement, dans le cœur, dans les tripes, on sent que je viens avec toi parce que je veux que tu découvres tout ça, mon monde à moi. J'ai aucun client qui n'est revenu après moi, qui n'a jamais pris d'autres cours après moi. C'est des gens avec qui j'ai énormément de liens aujourd'hui. Hein. On mange ensemble, c'est des clients mais qui deviennent des amis. Leurs chiens aujourd'hui sont sans muselière. J'ai du Canet Corso, j'ai du dog argentin qui fait de l'humain, du chien et tout. Je leur ai mis du coercitif et ces chiens sont stables. Donc ça, il faudrait m'expliquer aussi cette étude-là. De voir, ok, dans le positif, on a trouvé ça. Comment on peut le trouver dans le traditionnel? Un Rottweiler qui arrive, 60 kilos, il veut te bouffer tous les joggers qui passent. Tu proposes quoi? De jeter des croquettes, de mettre la muselière à vie, le harnais? Non, il y a un moment donné, oui, moi j'ai envie de le lâcher, qu'il y ait une possibilité de libération sur ce chien. Il n'est pas en prison. Mais oui, en contrepartie, il a du collier. Sachant que moi, c'est pas de l'électrique, c'est de l'électrostimulation. J'utilise du coercitif. Maintenant, attention, je vais pas pendre un chien et lui faire le moulin avec, c'est pas le but. Je vais utiliser du coercitif dans ma méthode positive. Ça veut dire que le chien, c'est pour son bien que je le fais. Je vais très vite le lâcher, très vite avoir un chien sans laisse, en liberté. Par contre, il y a des conditions. Ah, si tu fais de l'évitement, tu ne travailles pas pour moi. Tu couds, tu brodes, mais tu ne travailles pas. L'immersion, c'est là où c'est le plus difficile, et pour l'éducateur, et pour l'humain, le client, et pour le chien. Oui, c'est difficile pour le chien, mais rien n'est facile dans la vie. Donc, au bout d'un moment, si pendant 5 jours je lui mets l'immersion, au bout du 3e jour, il va être habitué. Il va se dire, ok, la grande, là, pendant 3 jours, elle m'a donné 15 vélos par jour, maintenant c'est bon, je connais. Il n'y a pas raison d'avoir peur, ils ne m'ont pas mangé, ils ne m'ont pas écrasé, ils m'ont pas... Voilà, c'est là où il faut aller jusqu'au bout des choses. Oui, c'est sûr, en 1 heure, on ne va pas avoir un bon résultat. Mais si on continue, c'est pour ça que je fais que des stages d'ailleurs. Il faut faut vraiment être du coup très coercitif pour rendre le chien fou à ce moment-là. Moi j'ai vu coup de fourchette, j'ai vu pendre un chien à une palissade, j'ai vu hélicoptère, j'ai vu collier électrique sur les testicules, j'ai vu, voilà, en mordant j'ai vu ça. Moi je fais tout l'inverse, ça veut dire que c'est au positif. Ben, j'ai jamais un chien qui a mordu à côté du mordant, jamais. Ni mon berger allemand, ni mon Rottweiler qui a mordu dans le civil. Parce qu'ils avaient leur activité, ils savaient qu'on mettait le harnais rouge pour ça, et qu'on allait au mordant avec le boudin dans la poche. Il y a tout un truc. C'est un manque de maîtrise. En fait, on fait ça quand on ne maîtrise pas du tout. On écrase un chien quand on ne maîtrise pas la situation, quand on a trop d'ego et qu'on veut y arriver à tout prix sans même penser à l'impact que ça a sur le chien. Moi, personnellement, j'aurais même fait un mort il y a 10 ans quand j'aurais plaqué un chien qui m'aurait arraché le bras. Il m'aurait appris beaucoup de choses. Non. Oh putain, tu veux que je balance les gens pour de vrai? Peut-être pas le pire, peut-être pas le Si, pire. si, si, bah si, parce que de toute façon on sait pas, donc on le sait. Le pire pour moi c'est du dog. Et du dog pour moi c'est le pire, et le meilleur ça serait avec Pupier ou Esprit Dog. Tu fais des formations de combien de temps d'éduc? C'est sur combien de temps? Les formations là c'est 5 jours, mais juste pour découvrir le Ok. métier. Et après je leur propose vraiment de faire des sur l'année, s'ils veulent revenir plusieurs fois, etc. Ok. C'est vraiment au début de la Oui, c'est découverte, de et l'immersion. voilà l'immersion. Et après pour les pros, ceux qui veulent rentrer dans la team Une fille au poil pour travailler avec moi, bah, du coup je leur fais sur l'année. Ok, parce que du coup, ouais, tu cherches en fait à grandir et à avoir d'autres éducs en fait avec Ouais. toi? Parce que t'es débordé? Ouais, je commence à avoir Ok. beaucoup trop d'attentes, et du coup je les forme aussi pour que les clients n'attendent plus, quoi. Donc et là ça sera une T'as combien de temps franchise. d'attente? J'ai entre 2 mois, 2 mois et demi. Ah oui. Ouais. Ah oui, quand même. Effectivement. Du coup, je vais te présenter, hein. Donc, je suis très heureux de recevoir une fille au poil. Elle n'a peut-être pas suivi le parcours classique, mais elle a été formée pendant 4 ans aux côtés d'une ancienne éducatrice canine dans un club. C'est donc sur le terrain qu'elle a tout appris. C'est avec son propre chien réactif qu'elle a affiné sa méthode en l'accompagnant pas à pas vers l'équilibre. Elle a aussi complété son expérience avec un diplôme d'assistante vétérinaire, de vendeur animalier et bien sûr de la cassette. Le nom de son entreprise rend hommage à son chien décédé, un berger allemand à poil long. Comme elle est une fille, elle a simplement ajouté une fille devant, résultat, une fille au poil. Dans son travail, elle met en avant le résultat, mais surtout l'amour du chien pour ce qu'il est, une passionnée, une bosseuse, une vraie fille au poil. Je suis très heureux de l'accueillir et on va donc commencer ce podcast par la première question qui est: pourquoi, à ton avis, l'éducation canine aujourd'hui divise autant? Je pense que ça divise autant, c'est les méthodes, différentes méthodes. Après, on n'est pas du tout d'accord, il y a beaucoup de concurrence.
C'est large. Ouais, je vais dire les méthodes. On a trop de différentes méthodes. D'accord? Après, est-ce que ta question elle peut être plus ciblée? En fait, est-ce que toi, t'as appris qu'une seule méthode, du coup, vu que tu as appris sur le terrain, tu as appris par un seul individu ou juste, au contraire, tu as vu plein de choses différentes et t'as pas une méthode Bah, particulière? disons que, on va dire par logique, j'ai voulu aller un peu partout. Donc au début, pendant les premières années, je suis allée avec une seule méthode, donc c'est, on va dire, l'ancienne méthode club, etc. Après, je suis allée un peu dans le ring. Donc j'ai regardé tout ce qui était homme d'attaque, tout ça. Moi, je voulais vraiment voir leur démarche du début. Après, je suis allée en positif et en propositif. Moi, j'appelle ça comme ça, D'accord? plusieurs classes. Et c'est vrai qu'avec les mentalités, on peut pas trop discuter. Donc ça divise aussi pour ça, parce qu'on n'est pas d'accord et qu'il n'y a pas énormément d'ouverture d'esprit. Moi, j'ai réussi à l'avoir parce que je voulais voir un peu tout avant de lancer ma propre méthode à moi, celle que j'ai inventée moi. Et finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de barrières quand on veut discuter. Et du coup, en fait, toi qui as eu la chance de faire de voir plein de méthodes différentes, quelles sont les qualités et les défauts, par exemple, d'une méthode à l'ancienne, d'une méthode pro-positive? C'est quoi les vraies Pour les différences? points forts, Oui? à l'ancienne, on va dire que on ne gagatise pas le chien. On va dire qu'on c'est un peu plus sérieux, on est moins gna on va droit au but, on travaille vraiment le chien, on le respecte pour ce qu'il est. Enfin, après, c'est mon avis à moi, vu que je suis en traditionnel. Le point fort du positif, c'est peut-être de pousser un peu plus la réflexion. C'est ce que j'ai aimé aussi, d'aller un peu dans le sens du chien, dans la santé, dans tout ça, dans sa race, etc. J'ai pris un peu de ça aussi. Le bien-être animal, on peut aussi prendre de ça, mais sans aller dans un extrême comme dans un autre. Que ce soit dans l'ancienne méthode, si on peut appeler ça comme ça, c'est vrai qu'il y avait des fois l'impatience, le côté égo, etc., qui allait pousser le chien à la faute. Et dans le côté positif, le problème ou propositif, c'est que pour moi, on va aller trop dans le sens du chien et ben, le souci, c'est qu'il va devenir un peu, on va dire, capricieux pour humaniser le truc. Il va devenir un peu comme un enfant roi et que là, ça va déborder dans tout ce qui est réactivité, etc. Mais aussi l'un comme dans l'autre, en fait. Oui, je suis d'accord. Donc tu veux dire que la vérité va vers l'équilibre. C'est ce que toi, tu as essayé de créer, c'est que tu utilises un petit peu de tout, mais de manière raisonnable et intelligente pour en fait atteindre cet équilibre, essayer en tout cas d'atteindre cet équilibre. Ben, en fait, oui, je vais prendre un peu de tout ce que j'ai connu, en n'étant pas dans l'extrême. Ça veut dire que voilà, je peux prendre du coercitif, j'utilise du coercitif. Maintenant, attention, je vais pas prendre un chien et lui faire le moulin avec, c'est pas le but. Je vais utiliser du coercitif dans ma méthode positive. Ça veut dire que le chien, c'est pour son bien que je le fais. Je vais très vite le lâcher, très vite avoir un chien sans laisse, en liberté. Par contre, il y a des conditions. Là, je parle d'un chien adulte, hein, je parle pas de base. Il y a des conditions. Tu bouffes pas le jogger, tu vas pas bouffer l'autre chien. Je vais pas donner des friandises tout le temps. Je vais faire attention à la récompense que je vais donner, etc. Mais je vais pas aller dans l'extrême positif non plus, à jeter des croquettes à droite à gauche sans savoir même pourquoi et à détourner. Moi, détourner, pour moi, c'est du coercitif. Donc voilà. D'accord? Comme, On va parler de la réactivité ensuite. Et est-ce que tu crois en fait que les réseaux aujourd'hui sont un souci là-dessus parce que du coup, forcément, tout le monde derrière son écran veut un maximum de positif et de bienveillance, ce qui est bien parce que du coup, ça fait évoluer le monde du chien dans le bon sens. Mais est-ce que tu crois que c'est pas les réseaux qui déclenchent un petit peu ça? Parce que toi, tu es un petit peu sans filtre sur les réseaux et du coup, tu as aussi toutes les critiques, tous les gens oui. qui te tombent dessus. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, je pense que c'est constructif dans le sens au début, les critiques, on va dire que je les acceptais pas, j'avais beaucoup de mal et maintenant je pense que de dialoguer justement qu'il y ait des débats, c'est plus facile sur les réseaux d'avoir des débats en commentaire. Moi je les regarde plus parce que ça me touchait trop. Mais voilà, il y a des gens qui défendent, il y a des gens qui disent des choses intelligentes, j'ai des éducateurs qui commencent à vraiment me suivre, à me défendre sur certaines choses ou pas. Et des fois c'est même bien parce que ça ouvre des débats. Maintenant effectivement les réseaux sociaux pour moi c'est positif parce que je suis entre guillemets une entreprise donc j'ai besoin de faire voir mon travail. Maintenant, oui, de voir que Paul avec son malinois, il fait énormément de choses et que Jacques avec son malinois, c'est le bordel. Oui, des fois, ça peut, voilà, influencer les avis.
Maintenant, moi, pour moi, les réseaux, c'est ma marque aussi. Enfin, on me connaît par rapport aussi aux réseaux. C'est un peu l'influence chien. Mais je trouve que ça ouvre quand même pas mal de débats. Enfin, après, il n'y a pas d'intelligent, hein. On a de tout. Moi, j'ai de l'harcèlement, j'ai des Mhm. insultes, j'ai comme des gens qui adorent, etc., qui m'ont jamais vu. Il y a encore une fois, c'est une question de logique et de bon sens. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas Bien les sûr. réseaux? Et, et est-ce que tu crois en fait que on pourrait, parce que là les gens sont perdus dans les méthodes à utiliser, ils savent plus ce qui est autorisé, ce qui est pas autorisé, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire, parce qu'il y a tellement de choses différentes. Est-ce que tu as déjà réfléchi à une solution là-dessus? Est-ce qu'on pourrait proposer une Bible entre guillemets pour que les gens soient un petit peu moins perdus, que ce soit beaucoup plus clair pour eux? Bah, ouais, une charte, une charte de conduite. Ouais, c'est ça. Bah, le problème de ça, Mais c'est... assez vague, Oui, ah, mais voilà, ça serait assez vague parce qu'encore une fois, on travaille avec du vivant. Faire quelque chose d'écrit ou de visuel, le problème, c'est que chaque personne et chaque chien sont différents. Il faudrait qu'on soit vraiment sur le terrain à chaque fois pour éditer, enfin, comment dire, pour valider ou non cette charte. Le faire à travers des écrits, des livres ou tout ce qui va être réseaux sociaux, vidéos, c'est faussé parce que c'est de l'apprentissage, c'est comme à l'école, un enfant il fait pas à distance. Ça serait une bonne idée, mais on serait toujours pas d'accord dans tous les cas, parce que moi je mettrais quand même du oui, coer donc dedans, donc on serait pas d'accord. tu veux dire que dans tous les cas, en fait, on doit s'adapter aux chiens, à l'environnement, aux troubles qu'on rencontre, et du coup, qu'il n'y a pas vraiment de charte parce que malheureusement, en fait, ça dépend de plein de Oui. variables et qu'on ne pourrait pas avoir une méthode unique ou un cas Puis il n'y unique, a pas quoi. de mécanique. Tu peux pas faire d'un chiot à un autre, même sur de la base. Tu peux pas te dire sur ce chiot-là, comme sur celui que j'aurai demain, exactement la même chose. Enfin, c'est encore une fois du scolaire, donc on s'adapte à l'individu qu'on a en face. Oui, le gros pour apprendre un assis, un coucher, va être pratiquement pareil, mais bon, il y a un chiot qui va facilement se coucher, l'autre qui va pas forcément facilement s'asseoir. C'est tellement différent d'un chiot. Il y en a un qui va être plus têtu que l'autre. Il y en a un qui aura des problèmes de santé qu'il n'y a pas l'autre. Enfin, il y a tellement de choses à emmagasiner et à prendre en compte que bah, ça reste des individus différents. Que tu aies 15 Malinois dans la même semaine qui ont le même âge, tu peux pas suivre une charte, c'est pas une voiture, c'est pas une télévision, tu peux pas suivre un truc à la lettre comme un manuel, c'est pas possible. Oui, je suis d'accord. Et est-ce que tu crois qu'il y a une grosse différence entre ce qui est montré sur les réseaux et la réalité du terrain Par rapport à ce qu'on apprend aujourd'hui? ou par rapport à ce qu'on peut montrer? Par rapport à ce qui est montré, par rapport à ce qui est mis en vidéo, par rapport ouais, aux vidéos qui sont montées et qui sont faites au quotidien par plein Bah, d'adultes. alors, je vais prendre mon cas personnel parce que je fais énormément de vidéos sur ce que je fais. Moi, j'essaye de mettre le son, pas de musique, qu'on entende bien les choses, même quand je me trompe, même quand je dis un gros mot, même quand je gueule sur un chien, même comme tu l'as dit, moi, je suis quelqu'un de vachement, enfin, je fais pas attention à ces choses-là. Donc, moi, on se rapproche vraiment, je pense, de la réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage. Je prends une vidéo, je les mets toutes collées sur une minute et quelques et je poste. C'est les moments importants, les moments clés. Là où il se passe rien, je vais pas mettre quelque chose où il se passe rien forcément parce que les gens vont s'ennuyer. Donc disons que ce format de vidéo là, ça se rapproche plus ou moins du réel. Maintenant, ça restera pas 3 heures de travail avec moi sur le terrain. Donc il y a des choses des fois que je dis qu'on n'entend Bien pas sûr. sur les vidéos et qui sont très importantes ou pas importantes du tout, hein. Des fois je parle et voilà. Maintenant, je pense que le problème des vidéos, c'est celle où il y a de la musique. Moi, j'en faisais beaucoup au début. Et en fait, les gens m'ont souvent dit attention parce qu'en fait, quand tu dresses mon chien, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu sur l'autre chien. Dans le sens où c'est même mieux, mais on comprend pas trop le avant-après. En fait, c'est très brouillon. Il y a de la musique, des images très rapides, etc. Et je trouve que ça, oui, effectivement, c'est un souci parce qu'on peut pas trop se référer aux vidéos et à tout ça, quoi. À moins qu'on suive la personne depuis très longtemps. Donc tu travailles beaucoup, donc tu parles beaucoup de tes vidéos parce que tu travailles beaucoup des chiens Ouais, réactifs. C'est un petit peu en fait ta spécialité, je ouais. pense. Je vois pas beaucoup de chiots, etc. Pourquoi tu t'es du coup focalisé sur le chien réactif? Qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Et pour toi, quelle est la vraie solution au quotidien pour travailler un chien réactif? Bah, alors, pourquoi le chien réactif déjà, de base, c'est le défi. Ça va être le fait qu'il ait un problème, qu'il soit en mal-être. Moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, le chien réactif,
déjà c'est speed, c'est quelque chose qui dépote entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va devoir aller assez rapidement, on va devoir un peu rentrer dedans, on va devoir, enfin, il y a toute une mécanique qui est différente du base. La base, ça m'ennuie, c'est pas méchant, j'en fais quand même, mais c'est quelque chose qui maintenant pour moi est ennuyeux. J'aime beaucoup le chien réactif. La solution, encore une fois, c'est du cas par cas, donc il n'y a pas vraiment de solution. Disons que pour moi, ce qui est en train de tuer le chien en règle générale, c'est le propositif, surtout sur les réactifs. Parce qu'en fait, on les récompense d'une manière qui est trop mécanique et en fait, le chien se félicite tout seul d'être encore réactif. Maintenant, je dirais pas que je fais toujours du coercitif sur du réactif, mais souvent. Après, je leur offre beaucoup de liberté, ce qui fait que le résultat est très rapide. Chez moi, c'est 5 jours. Au bout du 3e jour, on voit déjà les résultats parce que j'offre aux chiens la possibilité d'avoir énormément de choses. Donc, il n'y a pas de friandises pratiquement chez moi, on n'en voit pratiquement jamais. C'est très rare qu'il y en ait. Il y a du jeu, il y a énormément de liens, mais pas beaucoup de friandises. Et qu'est-ce que tu appelles le coercitif quand tu dis en fait j'utilise du coercitif Le principalement coercitif, pour corriger les problèmes de réactivité? Ça peut être la voix, ça peut être la bouteille d'eau, ça peut être le collier électrostimulation. Collier étrangleur, j'en ai pas, enfin j'en utilise pas, j'ai pas besoin. Le collier électro, c'est un appareil qui va vraiment me servir à gérer la réactivité à distance. Ça veut dire, je t'ai appris à pas réagir en laisse, je t'ai appris à pas réagir près de moi, je t'ai appris tout ça. Maintenant, le pacte entre toi et moi, c'est je te libère, tu peux aller faire ta vie, tu peux vraiment aller à, si tu veux, 20 mètres de moi en liberté. Par contre, si j'ai une réactivité à 20 mètres et que je n'ai pas de collier à ce moment-là, on va pas se mentir, je peux pas gérer le chien avec une bouteille d'eau à 20 mètres, c'est pas possible. Donc moi, j'ai décidé personnellement d'utiliser le collier électro pour offrir très rapidement de la liberté au chien, parce que c'est presque la clé de chaque réactif. C'est la liberté et le fait que le chien puisse en fait interagir, puisse en fait être loin, avoir sa dépense, etc. Tout ça en apprenant bien sûr les bases, le rappel, etc. Et qu'est-ce que tu penses du coup des conséquences sur le collier électro, en fait, sur les déviances que ça mène? Là, il y a eu plein d'études qui ont été faites qui montrent en fait que les chiens en fait deviennent peut-être plus agressifs. Ça casse un petit peu le lien en fait avec le propriétaire. Il y a de la douleur, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Encore une fois, c'est comme te dire demain on arrête les haches parce que ça tue des gens. Moi, je vais bien utiliser les haches, je vais l'utiliser pour couper du bois, je vais pas l'utiliser pour couper quelqu'un. Donc, pour moi, le collier électro, c'est faussé dans le sens où déjà, il y a des intensités, il y a des façons de faire, il y a des moments à le faire. Il y a des chiens sur surtout pas le faire. Quand même, le malinois, moi, c'est très très rare qu'on me voie avec un collier électro sur un malinois parce que ça peut devenir la catastrophe. Mais ça, encore une fois, c'est le bon sens de la personne qui utilise le collier électro. Moi, je vais pas mettre un chien à 10 sur 10 quand je viens de voir sa réactivité, je le lâche, je mets à 10 sur 10, je reste appuyé sur le bouton. Je vais aller progressivement, je vais à 1, 2, etc. Et je ne veux pas de couinement sur le collier électro, je veux juste un signe. Ça veut dire qu'il contracte un peu, ça me suffit amplement. J'ai pas besoin d'aller plus haut, j'ai pas besoin de douleur, j'ai besoin juste de stopper le chien à ce moment-là. Qui est vraiment quelque chose qui dise j'ai gagné. C'est moi qui ai gagné, c'est pas toi qui ai gagné. Et pourquoi pas sur le malinois du coup? Parce que le malinois, c'est un chien déjà très électrique. Si tu mets de l'électrique sur un chien électrique, ben, ça fait une bombe. Donc en fait, le problème du malinois, c'est que... Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais moi j'appelle ça le chien cristal. La moindre fissure sur, par exemple, un molossoïde, tu mets du collier électro, tu vas pas forcément casser si tu te trompes, entre guillemets, c'est horrible à dire, mais si tu te trompes sur l'intensité, tu ne casseras pas le molossoïde. Si tu te trompes sur un malinois, t'en as pour... Là, oui, tu casses le chien et tu peux perdre le chien et le fil. C'est pour ça que le malinois, je le fais pas, ou je l'ai eu fait, mais vraiment sur du rappel ou des choses, pas sur de la réactivité. Réactivité, le malinois, je proposerai pratiquement toujours du positif. Parce que c'est un chien qu'on comprend vraiment mal, donc ça n'a rien à voir, c'est de la frustration souvent le malinois. Mais oui, moi quand... Oui, c'est une mauvaise gestion des émotions. C'est ça, mais bon, quand tu as un Rottweiler qui arrive, il fait 60 kilos, il veut te bouffer tous les joggers qui passent, tu proposes quoi? De jeter des croquettes, de mettre la muselière à vie, le harnais? Non, il y a un moment donné, oui, moi j'ai envie de le lâcher, qu'il y ait une possibilité de libération sur ce chien, il n'est pas en prison, mais oui, en contrepartie, il a du collier. Sachant que moi, c'est pas de l'électrique, c'est de l'électrostimulation. Donc ça contracte, ça ne brûle pas le chien. Oui. Et ça, c'est du coup encore autorisé en fait en France aujourd'hui? Ouais. C'est en Suisse que c'est interdit, okay. T'as d'autres pays où c'est interdit. La France, c'est encore autorisé. Il y a eu la pré-loi qui a été faite, mais t'as pas encore d'action, c'est pas actionnaire. Mais de toute façon, moi j'ai toujours dit qu'il y ait une loi ou pas, je ferai. C'est comme ça que je sauve la plupart de mes chiens. Donc,
Je veux pas me résigner D'accord. à dire Et, pas de liberté, quoi. et sur de la réactivité, du coup, congénère, pour toi, le plus haut pourcentage la cause la plus haute que tu vois sur le chien, vis-à-vis du chien, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du leadership? Est-ce que c'est en fait de l'agressivité pure? Y a pas, moi, je trouve pas qu'il y ait d'agressivité pure. Après, ça, c'est mon avis. C'est très rare, en tout cas. Donc, ça serait le pourcentage le plus minime. Pour moi, c'est la peur du propriétaire qui a créé la réactivité. La plus grosse cause, ouais, on va dire les attaques. Les attaques des autres chiens et on a mal géré, on a attrapé son chien, on est parti en courant, on l'a enfermé, plus de contact, point barre. Là, le chien est en défensive et là, du coup, à chaque fois qu'il voit un chien, il se dit bon, la dernière fois, ça s'est passé comme ça, je vais attaquer, elle va être attaquée. Donc, c'est de l'appréhension et de la peur, pour moi, le plus gros pourcentage. Ok, pour toi, c'est la mauvaise expérience. Ouais, puis j'ai pas vraiment, moi, personnellement, en 10 ans, j'ai pas vu des énormes réactifs, hein. En général, c'est plus de bruit ou de visu qu'autre Ok, chose. Il n'y a pas de c'est vrais, ça. vrais chiens dangereux comme ça, quoi. Et sur les humains, tu dirais que c'est pareil? C'est aussi de la mauvaise expérience sur les Oui, humains? Ceux que tu vois réactifs humains? réactif humain, ouais. En général, c'est soit le problème de l'éleveur de base, ou de là où il a été en tout cas, donc manque de social, euh, être malmené. C'est encore une fois de l'appréhension de la part du chien. Il sait pas ce que c'est, il veut claquer pour voir si ça fait quack ou si ça le fait pas, si ça le mord pas. Il cherche encore, il tâtonne pour moi à ce moment-là. Mais on a Mhm. beaucoup, nous c'est des borders réactifs humains. On a énormément de borders et de bergers australiens réactifs humains. On n'a pas Et à cause de quoi tu crois que cette race, en fait, a des prédispositions pour être réactif? sensibilité et la plupart ils sortent des fermes et des super mélanges de borders comme ça qui se sont croisés dans dans les patelins. Et je pense qu'il y a la génétique de la mère et du père. Si la mère était déjà peureuse de base et déjà après c'est moi mes études de moi-même on va dire. J'ai remarqué beaucoup qui venaient de ferme et que c'était pas vraiment des lignées travaillées, c'était pas vraiment du stable, il n'y avait pas vraiment de recherche pour la stabilité du chien. Et c'est des chiens hyper introvertis et qui en fait juste mordent en reculant, l'air de dire juste je sais pas ce que tu vas me faire donc laisse-moi tranquille. C'est pas vraiment du chien méchant quoi. Et il y a beaucoup de border qui sont réactifs aussi au vélo, aux trottinettes, aux joggers, etc., au mouvement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, il y a les malinois aussi pour ça. Il y Oui, a aussi, ouais. alors chien de berger, après c'est souvent on les tient en laisse, on les lâche pas. Il y a du mouvement, il y a l'instinct de prédation, d'arrêter le mouvement. Ils veulent troupeauter à mort, hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, la plupart, les symptômes que je vois, c'est, je demande aux personnes, oui, il mord où? Bon, il mord les jarrets, ok, donc votre chien il est en train de tout frotter, à ce moment-là, vous êtes un mouton et lui, c'est un berger, point barre. Mais il pense ça pour tout le monde entier, le vélo, la voiture, machin. Il veut tout stopper, rassembler, et c'est son instinct, c'est comme ça. C'est là où je trouve qu'on a énormément de vidéos qui l'expliquent, et pourtant, on a énormément de cas, nous, c'est 2, 3 fois par semaine, quoi. Et sur une année, c'est beaucoup de chiens, malinois et bergers australiens. Et est-ce que du coup, faire du troupeau avec ce type de chien pourrait résoudre Ouais. en fait la Bah, problématique? pour moi, je les envoie, la plupart, je les conseille, je les envoie pas, mais je les conseille, et c'est aussi un but que j'ai d'avoir un petit troupeau pour le faire ici, de pouvoir enfin dire au chien, tu sais quoi, éclate-toi, fais ce que tu as à faire, moi je te guide, mais éclate-toi. Et moi je trouve que faire Mhm. ça, plus un peu d'obéissance à côté en ville, etc., pour lui dire non, là tu n'as pas le droit, là par contre tu as le droit, lui montrer la différence et prendre le temps voilà, vraiment faire prendre le temps au chien de dire ok, là c'est maman qui dirige, là c'est moi parce que je suis un peu le chien de la meute quoi. Ce qui peut ne pas être facile en fait de guider un chien dans un troupeau si il a déjà en fait libéré ses patrons moteurs en fait sur plein de vélos, etc. Après, pour recontrôler ça, il vaut mieux être accompagné à mon avis Tout que à de le fait. lâcher dans un troupeau. Ça peut vite dévier. Tout à l'heure, tu parlais du lien du coup avec son chien. Selon toi, qu'est-ce qui permet vraiment de créer un vrai lien avec son chien au quotidien? Au quotidien, moi je trouve que c'est l'éducation. Ce qui va créer un lien avec le chien, c'est de lui apprendre des choses à travers le jeu, à travers ce que tu veux. Mais pour moi, créer un lien avec son chien, c'est de lui apprendre des choses et que ce soit la social, que ce soit l'éducation, que ce soit tout ça. La base, elle est là. Que le chien te regarde, qu'il y ait du focus, que tu lui montres plusieurs choses, que tu prennes du temps pour lui, mais vraiment, pas juste parce qu'il le faut. Réellement, dans le cœur, dans les tripes, on sent que je viens avec toi parce que je veux
que tu découvres tout ça, mon monde à moi, lui faire découvrir le monde des humains et lui dire ok, là on fait ça, là on fait ça, là on fait ça, avec un minimum d'autorité, ce qui fait que le chien se sent rassuré et on peut faire plus en plus de choses quand le chien se sent rassuré et qu'il est cadré. Donc du coup, c'est là où ça a créé un peu une dépendance au maître, entre guillemets. Et pour toi, en fait, utiliser en fait du cadre, utiliser des outils coercitifs ne casse pas le lien du coup entre l'humain et ce chien? Tu me verrais avec mon rot, tu comprendrais. Non. Non, parce que en fait, le chien n'est pas bête. Oui, c'est binaire, mais c'est pas bête. Ça veut dire que tu lui dis du oui et du non. S'il comprend que son non lui donne que du négatif et que son oui lui donne du positif, le chien va très vite comprendre quel chemin prendre. Il n'est pas bête, il n'est pas amnésique, il n'est pas tout ça. Ça, on fait croire ça maintenant. Pour moi, le chien, il sait très bien ce qui l'arrange au moment où ça l'arrange. Donc, si je lui mets du collier quand il réagit sur un chien, parce qu'à ce moment-là, il veut mordre. Donc, moi, je peux mettre du négatif dessus parce que c'est une action négative qui est un peu plus forte que ce qu'il fait, mais ça reste une action négative. Si je le ramène là-dedans en lui disant, regarde, là, tu ne l'as pas fait, on a croisé un chien, tu ne lui as pas sauté dessus, regarde, balle, jeu, on court, on saute, on se roule par terre, on va faire un sprint, tu fais du boudin, tu lâches tes endorphines, tes machins, le chien, il ne va même plus regarder le chien qui passe. C'est-à-dire, déjà, c'est pas intéressant, ça fait mal, entre guillemets, on va dire, c'est désagréable. Mais si je regarde finalement la solution de gauche, bah, putain, je joue, l'autre elle gueule, elle se roule par terre, c'est génial, quoi. Donc, ou friandise. Mais il y en a beaucoup qui vont croire que d'utiliser une action négative quand le chien est prêt à mordre, que ça va renforcer son idée que cette situation-là est négative et que c'est un danger pour lui. Bah, Tu oui, comprends? je le comprends, je l'entends, et ça, j'ai déjà essayé ces méthodes-là. Comme je t'ai dit, hein, je suis allée en stage et tout ça. C'est très long, ça prend 6 mois, 1 an, et c'est pas toujours réglé. Et moi, dans mon expérience actuelle, j'ai aucun client qui n'est revenu après moi, qui n'a jamais pris d'autres cours après moi. C'est des gens avec qui j'ai énormément de liens aujourd'hui, hein. On mange ensemble, c'est des clients, mais qui deviennent des amis. Leurs chiens aujourd'hui sont sans muselière. J'ai du canet corso, j'ai du dog argentin qui bouffait de l'humain, du chien et tout. Je leur ai mis du coercitif et ces chiens sont stables. Donc ça, il faudrait m'expliquer aussi cette étude-là. De voir, ok, dans le positif, on a trouvé ça, comment on peut le trouver dans le traditionnel. C'est parce qu'en fait, après, tu utilises en fait, du coup, le coercitif pour en fait, le mettre le chien dans la situation sans agression, pour qu'il puisse en fait, se rendre compte en fait, qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de danger pour lui et qu'il puisse se recoder. Mais tant qu'il y a l'agression, je pense que tu es un petit peu bloqué parce que du coup, en fait, lui, il dégage toujours les individus au lieu de faire l'effort de passer au-dessus de ses peurs ou de ses appréhensions. Et du coup, c'est un petit cercle vicieux. Bah, oui, c'est comme on parle de l'immersion. On me tacle beaucoup sur Ouais. l'immersion, on dit que c'est du coercitif, mais pour moi, c'est peut-être pas ton chien, au bout d'un moment, à le motiver un peu et à aller dedans, on n'y arrivera pas. Le truc, c'est que moi, je mets directement le chien, quand il arrive en stage, je le mets directement avec mon chien. Donc il y a déjà une immersion, et je suis déjà obligée de sanctionner, entre guillemets, la réactivité du chien. Donc je le mets directement dans ce truc-là, et je le propose en liberté. Donc en fait, 2 minutes après, il voit qu'il a plus réagi sur mon chien, et qu'en fait, on continue la balade, et que tout se passe bien. Donc j'ai proposé toutes les choses selon moi. Je lui ai vraiment montré tous les paramètres en même temps. Donc oui, c'est violent pour le chien. Oui, sur le coup, il se dit, oulala, on me faisait rien, on évitait tout, et d'un coup, on me met dans l'arène. Oui, mais en 2 secondes, c'est réglé. Enfin, allez, en 20 minutes, le chien, je l'ai fait passer devant des portails, il réagit plus. Il est avec mon chien qui est à côté, c'est un Rottweiler. Il a enlevé la muselière, on enlève la laisse, le chien réagit plus. Je suis pas bête, forcément, le lendemain, je vais dans des endroits que je ne connais pas et je ne maîtrise pas l'environnement. Et je mets mon collier électro pour dire, ok, je veux bien, ça s'est arrêté, mais je suis pas stupide non plus. On va continuer à le travailler en dehors, quoi. Mais je ne vois pas comment on peut faire une autre possibilité. Ça, je ne l'ai pas trouvé encore dans d'autres méthodes. Et comment tu détecterais qu'un lien est cassé en fait? Comment tu détecterais que cet humain-là et ce chien-là, ils ont rompu leur lien? Alors, je pense que c'est rompu dès lors que le chien ne regarde plus son maître, qu'il s'éloigne beaucoup, que si le maître s'en va, le chien ne suit pas. Je pense que le chien va essayer d'accrocher sur les éléments qui sont les chiens, les autres humains extérieurs. Donc il va essayer de créer un lien et il a complètement abandonné de le faire avec son maître. Quand on lui parle, enfin que le propriétaire lui demande quelque chose ou lui parle, le chien ne le regarde absolument pas. Je pense que vraiment le regard, selon moi, c'est le plus indicateur.
Ou s'il propose du jeu à Ok. quelqu'un d'autre et pas forcément à son maître, s'il arrive à créer facilement du lien à côté, je pense que c'est déjà des bons indicateurs. Et du coup, c'est quoi, ça serait quoi ton meilleur conseil pour renforcer ce lien-là, pour avoir plus de regard, plus d'échanges avec son chien? Moi, pour moi, c'est l'éducation. C'est le fait de vraiment euh, prendre du temps pour lui, de lui proposer pas mal d'exercices, pas mal de jeux de réflexion, d'aller chercher avec lui, de l'amener sur beaucoup de stimuli différents et l'encadrer là-dedans. Vraiment, comme je te disais, de prendre vraiment avec les tripes, que vraiment on sente qu'on est là vraiment pour lui et pas parce que Mhm. c'est une obligation. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai un exemple où le propriétaire donne à manger au chien, le balade, et il a l'impression, du coup, de créer un lien fort, alors que le chien, à chaque fois que je vais chez l'individu, il préfère aller sur sa femme, qui, elle, ne donne pas à manger, ne balade pas le chien, etc. Mais c'est juste que, à mon avis, elle met, comme tu dis, beaucoup plus de cœur, beaucoup plus d'énergie, et c'est beaucoup plus dans la réalité, sans filtre. Et du coup, en fait, il comprend que ces moments-là sont plus importants et pourtant, c'est pas le même type de moment. Et lui, il est trop basé sur le fait que bah, si je te nourris, C'est ça. forcément, tu vois l'importance en fait que j'ai Oui, qui pour croit, toi voilà. à ce moment-là. Oui, ce qui croit comme un Ouais. enfant. Si tu fais les choses Mm, mm. basiques avec un enfant, c'est pas forcément s'en occuper. Il y a tout ce qui est énergie derrière. Enfin, les enfants le sentent très bien, ça aussi. Quand ils adorent quelqu'un qui a rien à voir avec la maison et pourtant qui n'est pas là au quotidien. Je pense que vraiment créer des expériences et faire vivre des expériences, c'est ça qui crée le lien Ouais, et c'est ça qui renforce le lien. Les expériences doivent être différentes et impactantes si on peut quotidiennement. Et ça serait le top du top. ah, pour tous, Je oui. vois beaucoup sur tes vidéos que tu travailles en ville. Est-ce que tu as un terrain? Alors moi, j'ai une maison du coup sur Nîmes, enfin Camérac, et tout autour, j'ai 20 hectares de garrigue. Du moment où je sors chez moi, je peux travailler derrière. Maintenant, c'est que mes diagnostics. Je déteste tout ce qui est clôturé, tout ce qui va être. C'est pour ça que je ne travaille pas trop en club, que je n'ai pas de club, parce que je n'aime pas amener le chien sur toujours la même chose. J'aime bien, moi, les difficultés d'accompagner la personne dans son quotidien. C'est-à-dire qu'elle pourrait rencontrer telle et telle problématique. Si elle est plus en garrigue, je vais aller dans des parcs vers chez moi, qui ne sont pas chez moi, où je ne peux pas gérer l'environnement. J'ai envie de vivre ça avec eux, donc du coup, je vais dans tout ce qui est situation réelle. J'ai envie de monter quelque chose, mais ça sera que pour les diagnostics et pour avoir justement le troupeau et tout ça, mais ça sera pas pour faire des cours dessus. Moi, tourner en rond sur le même D'accord. terrain, je ne peux Et pas. qu'est-ce que tu penses du fait d'aménager l'environnement en fonction du trouble que le chien a et de l'intensité qu'il peut plus ou moins recevoir? Bah, par rapport. Ah oui, je comprenais pas la question. L'aménagement, j'en fais pas vraiment. Je t'avoue que moi, je fais vraiment. J'ai rien de préparé chez moi. Je vois le chien, je vois sa problématique, je vise un lieu et quelque chose. Si par exemple on part sur de l'ultra peureux, ce que les gens adorent chez moi, c'est que je vais aller en immersion de suite. Je vais aller dans un magasin, je vais aller en ville, je vais aller justement provoquer le problème de suite. Je vais pas travailler petit à petit. Là, il y a plusieurs débats là-dessus, dont le débat qui est que le chien, quand il est trop en immersion, quand il y a trop de distractions, ben, il ne gère plus comme s'il n'y avait qu'une seule distraction. C'est-à-dire que s'il y a 10 vélos, il va moins gérer que s'il y avait qu'un seul vélo en pleine forêt. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, c'est encore une fois, pour moi, détourner la réalité. Si la personne doit sortir son chien, moi elle me dit je vais à la voie verte tous les jours, je vais pas lui mettre qu'un vélo, je vais lui en mettre 10. Parce que pour moi, Mhm. il faut travailler ce qui est réel, donc ce qui est urgent. La personne a besoin, encore une fois, je parlais de l'humain, mais il y a le chien aussi, hein. Le chien est en capacité de faire ces choses-là, c'est juste qu'on ne lui a jamais poussé à le faire. Il y a 10 vélos, en général, les 10 vélos ensemble. C'est pas un problème. Le lendemain, on en fera 20, ça sera pas un problème dans le sens où on y est arrivé. Maintenant, il faut qu'on arrête toujours sur du positif. Ça veut dire qu'il l'a géré au bout d'un moment. Le gros débat en ce moment, effectivement, ça va être l'immersion. Pour moi, l'immersion, il y a l'immersion et l'évitement. Je n'irai jamais vers l'évitement. Moi, éviter un problème, c'est éviter les problèmes, quoi. Donc, on ne travaille pas. Si tu fais de l'évitement, tu ne travailles pas pour moi.
Tu couds, tu brodes, mais tu ne travailles pas. L'immersion, c'est là où c'est Je le suis plus d'accord. difficile, et pour l'éducateur, et pour l'humain, le client, et pour le chien. Oui, c'est difficile pour le chien, mais rien n'est facile dans la vie. Donc, au bout d'un moment, si pendant 5 jours je lui mets l'immersion, au bout du troisième jour, il va être habitué. Il va se dire, ok, la grande, là, pendant 3 jours, elle m'a donné 15 vélos par jour, maintenant c'est bon, je connais, quoi. Il n'y a pas raison d'avoir peur, ils m'ont pas mangé, ils m'ont pas écrasé, ils m'ont pas... Voilà, c'est là où il faut aller jusqu'au bout des choses. Oui, c'est sûr, en 1 heure, on va pas avoir un bon résultat. Mais si on continue, c'est pour ça que je fais que des stages, d'ailleurs. Il faut continuer jusqu'au bout, quoi. Toi, tu travailles que par des stages. Tu fais Ouais. jamais de séances d'1 heure, Non, etc. moi, Ça se déroule comment un stage? un stage, c'est du lundi du coup au vendredi. Bon, je suis une fonctionnaire du chien. C'est du lundi au vendredi. Donc, en fait, le lundi, on a 2 3 heures de diagnostic. Donc, en fait, je vais faire venir le client. Je le mets sur plusieurs situations. Euh, on va dire du chien réactif, c'est ce que j'ai le plus. Et en fait, j'ai un peu une trame. Je vais faire le tour du pâté de maison avec le chien, là où il y a des chiens derrière les portails, tout ça. Donc ça, c'est le diagnostic. Je vais établir mon diagnostic et dès le mardi, on commence en immersion de suite. Donc si le chien il a un problème avec les chiens en portail, on va aller au chien en portail. S'il a un problème avec les croisements en laisse, on va aller en ville, on va faire du croisement en laisse, etc. Tout en apprenant bien sûr l'éducation de base. Hein. Si le chien tire en laisse, ben, on ne peut pas apprendre. Hein. Donc on va faire de l'obéissance aussi le premier jour, réapprendre les bases enfin, avoir un acquis tout au long de la semaine. Mais au bout du troisième jour, on a Oui. les vrais résultats et les 2 derniers jours, c'est juste pour peaufiner, pour vraiment laisser faire le propriétaire et le réguler que sur ce qui il a encore des défauts quoi, avant qu'il parte. Parce que j'ai énormément de gens Donc de France quoi. certains éducateurs vont dire que travailler un chien plus d'une demi-heure est quelque chose en fait de non productif. Donc toi, tu n'es pas du tout d'accord avec ça, je suppose, parce que tu fais totalement l'inverse. Est-ce que tu vois en fait, toi, des fois des surplus, c'est-à-dire que le chien, là, par contre, il y en a trop, Oui, il implose entre guillemets. Et là, comment tu fais pour gérer ce type de moment? ben, moi je préviens déjà les clients, on va parler de clientèle, je préviens les clients que déjà c'est entre 2 et 4 heures. Pour dire, au bout de 2h40, le chien, il commence à la queue basse, la tête basse, il est fatigué, il n'en peut plus, on s'arrête. Je vais pas aller Mhm. jusqu'à saturation du chien, je suis pas là pour ça. Par contre, je préviens les gens. Là, il fait chaud, là, il y a trop de pluie, là, il y a trop de chiens, il y a trop de stimuli. Je vais lui en mettre une demi-heure, je vais le promener une demi-heure sans stimuli, je vais revenir sur le stimuli. Et quand je vois qu'il commence à avoir ce qu'on appelle un peu pas le lâcher prise, mais qu'il est en résilience, entre guillemets, je le vois au port des oreilles, de la queue, de l'allaitement, tout ça. Je vais voir ces signes-là et là, je vais dire stop, on arrête. Soit on va faire du statique et on va faire D'accord. toute autre chose doucement, pas bouger, des choses très très calmes. Soit on arrête franchement. Je leur dis de vraiment pas s'occuper du chien l'après-midi, si c'est le matin. On le laisse en repos 3 heures minimum, il va être cassé, il va dormir, il va réfléchir à tout ça, et on reprend des balades classiques le soir, sans stimuli, et on revient le lendemain pour repartir sur du concret, pour que le chien ait le temps de Et récupérer. est-ce que tu penses que l'obéissance est obligatoire pour résoudre Ah un oui, problème de ah réactivité? oui, oui, bah oui, oui. Je comprends pas Il qu'on y en ne a qui vont le fasse faire que pas. par l'émotionnel. Oui, il y en a qui le font que par l'émotionnel, mais moi, régler un chien réactif qui, désolé du terme, va faire des fucks à son propriétaire pour la marche au pied, pour le pas bouger, pour le stop, pour le machin, c'est que déjà, le chien est à 10 000 lieues sans son maître devant. Donc, moi, je veux qu'il soit là, au pied, c'est au pied. Au moins, le chien, ça lui permet d'avoir un cadre déjà psychologique, de se dire, je dois me concentrer sur mon pied au lieu d'aller défoncer le chien d'à côté. Quand déjà on a fait, entre guillemets, de l'obéissance stricte de base, le chien commence à avoir ce carré qu'il a besoin. Il a besoin d'un encadrement, et là, c'est psychologique. Il se dit, ok, parce que si je décroche, je vais me faire, entre guillemets, engueuler pour cette chose-là, donc je ne vais même pas penser à aller réagir sur un chien. Parce que je le concentre. En fait, je Oui, là, me je suis sers d'accord. de l'obéissance pour concentrer le chien sur autre chose que sur son focus. C'est du positif, entre guillemets. Je le concentre sur sa marche au pied, sur son pas bouger. Le statique, on n'en fait pas énormément au début, mais au fur et à mesure, je vais le concentrer sur son pas bouger. Attention, hein, je t'ai dit pas bouger. Hein. Donc le chien te regarde, là tu as un regard et un lien et quelque chose. Et le chien a fait passer 3 chiens et en fait il n'a jamais réagi. Ben, parce qu'en fait c'est pas de la magie, hein, c'est juste du cadrage. Nous, c'est vrai que parfois, on explique qu'on s'en fout en fait que ton chien marche au pied à ce moment-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que tu es capable de le créer
et de le mettre en place, quoi. Si tu es capable de le mettre en place, c'est que ton chien t'écoute, c'est qu'il fait les efforts pour toi, c'est qu'il se concentre sur toi. Et en fait, je sais que c'est que tu arrives à faire comprendre. Et du coup, nous, c'est plus ça qui nous intéresse sur le moment. Déjà, est-ce que sans distraction, tu es capable de faire ça? Et après, Oui. peut-être Oui. qu'on rajoutera la distraction. C'est juste que quand tu me dis que tu vas directement dans la situation, nous, on voit tellement d'incompréhension, c'est-à-dire des humains, des chiens qui savent déjà pas se comprendre et bien communiquer. Si en plus on les met directement en distraction, ça me semble complexe Oui. d'avoir quelque chose de clair. Et du coup, le risque, effectivement, c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas de repartir tout de suite dans quelque chose de plus agressif ou Oui. conflictuel parce que tout simplement, il croit qu'il se fout de sa gueule alors que c'est juste que le chien, il comprend Oui, rien. alors le premier jour chez moi, quand je te disais le diagnostic, tu as une partie justement de test d'obéissance. C'est pour ça que ça dure 2 à 3 heures parce que il n'y a pas que la réactivité. La réactivité, c'est très facile à voir. Tu le mets devant un portail, un chien qui aboie, tu passes à ce moment-là, tu vois sa réactivité. Tu le mets avec mon chien, tu vas voir directement la réactivité. Ça prend 15 minutes. Tout le reste, je vais tester. Ça veut dire, fais-moi assis, fais-moi un coucher, fais-moi au pied, rappelle ton chien. Rien qu'un rappel, déjà, on voit la façon que le propriétaire a, s'il répète énormément, s'il répète pas, s'il il se tient droit, s'il est affirmé, c'est tout ça. Et ça, on peut le régler le premier jour. On va faire 1 heure d'obéissance, donc surtout un peu comme un cours classique en fait sur un terrain de club. Voilà, on va t'apprendre le assis, marche au pied. Et dès le deuxième jour, ils mettent en pratique ce que je leur ai appris tout en, moi je règle la réactivité en même temps, tout en réglant la réactivité. Donc en fait, le chien et le chien, ils vont faire leur mouvement pour la marche au pied, le concentrer au milieu des stimuli, ce qui fait que le chien s'éclate en vérité. Suivant le chien que tu as, il se dit, on s'occupe enfin de moi, même en plein milieu du stimuli, donc je m'en fous de ce qui se passe, je suis concentrée sur ma mère, c'est le bonheur total, on me lâche, on me rappelle, on me joue avec moi, c'est que pour lui. Donc le chien à ce moment-là, stimulé ou pas, il est à fond, quoi. Pas tous. Et sur tes vidéos, on te voit quand même beaucoup mettre de la tonalité de Oui. voix, de l'énergie. Qu'est-ce que tu penses du coup de cette tonalité de voix-là, en fait, à ce moment-là? Est-ce qu'elle est essentielle? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent en fait qu'il ne faut pas crier, qu'il ne faut pas Je s'énerver, crie pas. etc., etc. Non, mais même moi, je bougeais plus, hein. Mais du C'est le coup, en fait, principe. c'est ça. Et j'aimerais, ça m'intéresse de faire comprendre un petit peu, du coup, à quoi te sert la tonalité de voix à ce moment-là. Est-ce que c'est tout simplement du C'est la cœur? surprise. Mais du coup, C'est pour surprendre le chien qui pourquoi tu s'arrête. En l'utilises? fait, c'est vraiment comme la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, tout le monde le voit comme vous avez agressé le chien avec de l'eau. Non, j'ai surpris le chien. C'est-à-dire que quand je surprends le chien, il s'arrête. Donc en fait, c'est ce que je cherche. Et là, je félicite. Et en fait, cette demi-seconde, quand moi je crie, comme tu dis, je pense pas que je crie. En fait, c'est que j'ai de l'autorité naturelle très, voilà, très expressive. En fait, c'est que j'ai tellement vécu dans le réactif et j'ai tellement eu au tout début des bagarres très fortes avec, j'ai vécu énormément de choses dramatiques que maintenant c'est instinctif que je crie comme ça. C'est pour arrêter le chien en fait. Et alors, c'est vraiment du qu'est-ce que tu me fous là? C'est interdit chez moi. Et cette tonalité-là, je voulais que le chien il comprenne que c'est maintenant, tout de suite, c'est terminé. Stop, on arrête. Et ça marche. Parce que des fois, j'ai même pas obligé, enfin, je suis même pas obligée de prendre des outils. J'ai juste besoin de ma voix et le chien déjà, il est là. Bon, ok, elle a dit stop, c'est stop. On a compris. Sur du chien Mais est-ce que t'as pas sensible. peur de faire croire, est-ce que t'as pas peur de faire croire aux propriétaires de chiens que la solution c'est de crier Non, parce que je leur en faisant ça? explique. Alors, moi, mes vidéos, elles sont pas des tutos. Donc, les gens, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Moi, je montre mon travail. Voilà, ça, c'est deux choses différentes. Les tutos, c'est des tutos. Moi, j'en fais pas. Je montre ce que je fais. Maintenant, libre à court de croire que c'est la solution ou pas. Il faut être logique et je pense pragmatique au bout d'un moment. Voilà. Mm, ok. Le fait de crier comme ça ou moi on me filme à ce moment-là, c'est pas un tutoriel, c'est pas à ce moment-là faut crier sur le chien. Moi ça me vient instinctivement, c'est m'imposer dans une situation qui pourrait être le chaos et dire maintenant c'est stop tout de suite et ça s'arrête. Tout le monde s'arrête quand je fais ça et comme tu m'as dit toi, ben, c'est vrai que j'ai même des clients quand ils regardent la vidéo ils sursautent parce que c'est vrai que j'y vais gaiement. Mais c'est justement pour créer un esprit de surprise et que mes clients, ils me regardent en disant ah ouais d'accord, moi j'étais vraiment trop en dessous avec mon non 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 moi C'est voilà ça. c'est Nous, on le voit stop. dans nos cours collectifs, dans nos cours récréatifs. Quand un humain envoie vraiment un vrai cadre, tout le monde C'est s'arrête. ça, Et du coup, c'est toujours intéressant. Et nous, on a toujours cette phrase à dire, bah, là, ça a fonctionné. voilà, Là, t'as mis du cœur, là. Parce que tout le monde s'arrêtait, humain comme c'est chien. ça. Tandis que parfois, il y en a qui crient et tout le monde continue de faire sa vie, même les Ou humains. ça Et du coup, là, on s'envenime sait hein. que c'est... Ouais. voilà, c'est ça. Ou alors s'envenime, ou alors on sait que c'est pas du tout impactant à ce moment-là. Du coup, qu'est-ce qui te chagrine le plus aujourd'hui dans le monde canin? La réactivité.
Alors, c'est ce que j'aime le plus, mais ce qui va me faire plus de peine, c'est l'illogique, le côté illogique des humains. Mais vraiment, le côté de pas se renseigner avec tout, justement ce qu'on disait, c'est ça qui c'est pas logique, parce qu'avec tout ce qu'on peut avoir sur Internet, toutes les formations, toutes les choses comme ça, même si moi je suis pas trop, je suis pour et contre, mais ça c'est autre chose. De faire devenir son chien de plus en plus réactif avec des conneries, quoi. Vraiment, Mhm. moi je le vois, ça part de rien. Ça aurait, pardon, ça aurait pu être réglé. Et en fait, bah, ça ne l'est pas à cause de l'illogique, voilà, ou le côté, moi ça me saoule de travailler mon chien. Moi ça me, c'est chiant, faites-le à ma place. Le côté laxiste en C'est fait de ça. l'humain envers l'animal, alors que c'est lui il a rien demandé. Clairement, lui il a une utilité de base, on ne la respecte même pas. Et on vient quand même aujourd'hui à être laxiste en disant moi j'ai un chien parce que bah tout le monde a un chien, quoi. Est-ce que tu crois qu'on pourrait en fait éduquer un chien de compagnie pour son humain? Ça dépend de la race. Je peux pas dire oui un Cavalier Sharp, ouais. Tu crois que dès qu'il y a du jus, des patrons moteurs, le Non, chien s'adapterait trop en fait à l'individu, au guide? je sais pas. Je te dirais que il faudrait me dire la race du chien pour que je dise si et qu'est-ce qu'on va faire avec. Encore une fois, tu peux être un particulier, avoir un malinois, être un super bon maître parce que tu t'es adapté au chien et le chien réussit par la suite à s'adapter au maître parce que justement il y a un équilibre. Tout chien, même ceux qui ont de l'utilité, les borders, on en revient dessus, les malinois et tout ça, c'est des chiens qui sont capables d'être des très bons chiens de famille, mais il reste quand même un instinct, quelque chose pourquoi ils ont été créés, de l'utilité qui fait qu'il faut le respecter quand même. Moi, je sais que tous les malinois que j'ai ici, je les défrustre au mordant. C'est bête, les gens sont contre, oui, le ring. Ben, moi, je fais du ring thérapeutique. Je fais mordre du chien en thérapeutique. Ça veut dire vraiment, je prends un Bouddha, je le défrustre, on s'éclate, mais à côté de ça, je mets de l'ordre, etc. Ce que le malinois a besoin. Il a besoin d'un cadre, il a besoin de mordre, il a besoin de tout ça. Donc, je lui offre tout ça. Mais est-ce que il y a beaucoup de gens qui pensent que de faire aller son malinois sur un humain qui court en costume, ça crée en fait un risque de réactivité dans une situation où le gars en doudoune, s'il court, Non, le malinois va réagir à ça. Parce que dans une caserne de gendarmerie, par exemple, on n'a pas le droit de courir parce que c'est trop dangereux. Les chiens sont trop conditionnés en fait à poursuivre les gens conditionné. qui courent. Conditionné. C'est ce que je cherchais comme mot tout à l'heure, Mhm. les conditionnements. Moi, j'ai mon Rottweiler qui fait du mordant. À aucun moment, même sur les gestes, le bâton et tout, mon chien va déclencher parce que justement, je pense que je l'ai déconditionné à le faire un peu partout. Et je l'ai fait vraiment au positif. Là, pour le coup, moi, le mordant, c'est au fromage. C'est un jeu. Ça veut dire que tu mords, tu reviens, tu as un fromage, mais dans le sens, c'est une balle géante, c'est du jeu. Donc le chien, il va pas confondre un homme d'attaque avec un mec en doudoune, à aucun moment. Parce qu'il le sait. Et parce que il faut faut vraiment être du coup très coercitif pour rendre le chien fou à ce moment-là. Moi, j'ai vu coup de fourchette, j'ai vu pendre un chien à une palissade, j'ai vu hélicoptère, j'ai vu collier électrique sur les testicules, j'ai vu, voilà, en mordant, j'ai vu ça. Moi, je fais tout l'inverse, ça veut dire que c'est au positif. Ben, j'ai jamais un chien qui a mordu à côté du mordant. Jamais. Ni mon berger allemand, ni mon C'est Rottweiler ça. qui a mordu dans le civil. Parce qu'ils avaient leur activité, ils savaient qu'on mettait le harnais rouge pour ça, et qu'on allait au mordant avec le boudin dans la poche. Il y a tout un truc. Il C'est faut ça. pas perdre le chien, Et quoi. pour toi, en fait, aujourd'hui, quelle est la plus grosse erreur, si tu dois vraiment en lister une, la plus grosse erreur que tu vois chez le propriétaire de chien, La en peur. général? La peur qui est une menteuse. La La peur peur, en fait, du coup, vis-à-vis des autres de chiens, vis-à-vis l'environnement. de son chien, Je vis-à-vis pense que les de gens qui l'environnement, ok. attrapent leur chien qui les soulèvent, je pense le propriétaire qui voit un Rottweiler arriver qui est gentil, hein, sur même leur staff, parce que des fois il y a des gens qui ont des staffs qui ont peur, qui partent en courant, qui font de l'évitement. Ça c'est Mm, mm, mm. la plus grosse pour moi cause de problème. Ça va être le côté de la peur humaine, de faites pas ça, il va vous mordre parce que j'ai un staff, j'ai un malinois, attention, ne le touchez pas la tête. Enfin, qui le rebutent sur leur propre chien. J'ai cette trace-là, donc attention, moi j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, bah oui, mais j'ai un malinois, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est toi qui as créé tout ça tout seul. Eh oui, bien sûr. Voilà. Ok. Et pour les jeunes éducateurs, quels conseils tu pourrais donner? Ah ben j'en ai un là, tiens, jeune éducateur. Jeune éducateur, je leur conseillerais de ne pas voir le financier. Première chose, parce que c'est pas un métier où on gagne des milliers et des cents, hein.
Quel conseil je pourrais leur donner en premier? De commencer Parce tranquille. qu'eux-mêmes, ils pourraient être perdus dans toutes les méthodes et dans tout Oui, ce qu'ils vont voir, ouais, dans toutes les vidéos qu'ils vont voir sur les réseaux, etc. Ça pourrait leur mettre le doute sur comment ils doivent se comporter. Est-ce que je fais bien? Parce qu'il faut être convaincu de ce qu'on fait, sinon le chien le ressent, exactement. Ouais, qu'on n'est pas en fait à fond. Et du coup, dès que tout ça, ça pourrait nous mettre des doutes. Et du coup, ça pourrait en fait générer en fait des changements de comportement chez l'éducateur. moi je pense que les meilleurs conseils que je pourrais donner, c'est ne pas avoir d'ego. Ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Tout le monde peut se tromper. Au début, on a tous fait des grosses conneries, malheureusement, avec des chiens. Maintenant, de commencer avec du chien gentil. De pas tout faire en formation en ligne. Il faut du terrain. Moi, j'ai connu que ça. J'ai jamais connu une formation en ligne, hein. J'ai fait que du terrain. J'ai choisi volontairement d'aller dans le ring, volontairement dans l'ultra positif, d'aller voir de tout. De faire pas mal de santé aussi, parce que diagnostiquer un chien réactif, ça peut être aussi sa hanche qui lui fait mal, et ça, pas beaucoup d'éduqués le voient, et c'est très dommage, parce que moi, je sais qu'avec mes études, en un coup d'œil, je dis, bon, votre chien, il a mal à l'arrière-train, ou à la hanche, parce qu'il boite légèrement, ils vont chez le veto, effectivement, le chien avait mal, ils ont opéré, il est plus réactif. Au lieu de lui foutre, et là c'est négatif, foutre 50 séances de déviement, de machin, alors que le chien avait juste mal à la base. Je pense que le terrain, c'est le mieux et les choix des formations aussi. Est-ce qu'il faut faire plusieurs Oui. formations? Oui, oui, moi je pense qu'il faut faire plusieurs. Moi je me suis formée 4 ans. J'ai jamais entendu un éduc qui est venu ici qui m'a dit je me suis formée 4 ans. Moi, pas en 4 ans, je n'ai pas pris de sous, j'ai galéré, j'ai fait plusieurs emplois et pourtant j'avais un enfant toute seule. Et ben non, je ne me donnais pas le droit de toucher un chien tant que je n'étais pas sûre de moi. À aucun moment. Et tant que je n'avais pas formé mon propre chien. Donc moi j'ai d'abord formé Et mon est-ce chien. qu'aujourd'hui, toi, Oui. tu te remets encore en question et tu changes encore ta façon de faire, Ouais. tes méthodes, etc. et que tu essaies d'évoluer Mm. vers un côté plus positif, du coup, je suppose? Alors, plus positif, oui, je pense que oui, parce qu'on m'aurait connu il y a 10 ans et ce que j'avais dans le crâne, j'étais. Il faut rentrer dedans, il faut casser du chien, c'est vrai, je l'avoue. Je sortais de club canin, c'était collier étrangleur systématique, c'était il faut soumettre, il faut machin, et j'en ai honte, hein, vraiment, même si aujourd'hui je suis pas la plus positive du monde, clairement. Mais je pense que ma mentalité, malgré ce que je mets en place comme outil, ne dénigre pas le fait que je sois quand même positive dans ce que je fais. Oui, je vais dans le plus positif. Maintenant, j'utiliserai toujours les outils que j'utilise. Que ce soit le collier électro, pour moi, voilà, ça restera comme ça. Et tu dis il faut le soumettre. Donc avant, en fait, on pensait que mettre un chien sur le dos sur le moment, ça permettait d'avoir de l'obéissance et d'avoir en fait un respect en fait beaucoup plus fort. Aujourd'hui, en fait, on sait que déjà, en fait, si le chien le fait par lui-même, déjà, c'est qu'on a été un peu fort et qu'il est juste en train de nous apaiser et d'essayer d'éviter le conflit. Mais en fait, retourner un chien, en fait, aujourd'hui, tout le monde sait en fait que c'est très coercitif Oui, et très impactant pour le bien chien sûr. aussi émotionnellement. Qu'est-ce que tu penses en fait de ce côté dominance, leadership, Pour etc. moi, Dans tout ce fouillis là, en fait, c'est toi, vas-y. c'est un manque de maîtrise. En fait, on fait ça quand on ne maîtrise pas du tout. On écrase un chien quand on ne maîtrise pas la situation, quand on a trop d'ego et qu'on veut y arriver à tout prix sans même penser à l'impact que ça a sur le chien. Moi, personnellement, j'aurais aimé me faire mordre il y a 10 ans quand j'aurais plaqué un chien qui m'aurait arraché le bras. Il m'aurait appris beaucoup de choses. Voilà. En disant, Mhm. meuf, t'es bien gentille, moi je fais 50 kilos, je peux t'arracher le bras. Et en fait, j'ai que eu des chiens gentils à qui j'ai fait ça, c'est pour ça que je m'en veux beaucoup, parce que j'étais jeune, j'étais dans l'ego, j'étais là, ouais, moi je vais y arriver, je suis la meilleure, allez, tu veux pas t'asseoir? Eh ben vas-y, moi je vais t'asseoir. Et en fait, eh ben là j'ai cassé les chiens et là j'ai eu pas de lien du tout. Là, à ce moment-là, oui. Et je l'assume encore aujourd'hui, hein, je le dis à mes stagiaires, je le dis qu'à l'époque, j'avais pas de tête. J'avais pas de cœur, pas de tête. J'avais Mhm. juste un envie de pouvoir. Et l'humain est comme ça. Il a envie de gagner tout de suite. Ce qui t'a permis en même temps d'avancer et d'en être là où tu es aujourd'hui, bizarrement. Oui, mais Mais, au détriment de mais certains oui, quand on chiens, est quoi. jeune, c'est ça. Encore une fois. Ok, excellent. Bon, on va finir par un petit jeu parce que ça fait déjà 1 heure. Du coup, le petit jeu est simple, c'est le meilleur et le pire. Je te donne un thème, donc par exemple l'outil éducatif. Tu me donnes le meilleur outil pour toi et le pire Ok. outil. Vas-y, pour l'outil éducatif, pour toi le meilleur et le pire. Alors, le pire, collier Tortacus. Le meilleur, ouais, j'ai envie de dire collier électro, mais c'est horrible de dire ça. É- Éducatif, Le meilleur dans la rééducation, tu veux dire. ouais, dans la rééducation. Ah, dans l'éducation, le boudin.
Je Ouais, dirais le ok, super. jouet et le tortacus. Et le tortacus, il est encore quand même bien utilisé Ouais. en France aujourd'hui. Euh, Pourquoi en fait il disparaît pas comment, parce que moi j'ai jamais eu l'occasion de Moi l'utiliser, non plus. etc. Mais du coup, dans les clubs, etc., ils l'utilisent. Pourquoi en fait, à ton avis, c'est utilisé? Ben, je le comprends pas parce que moi je connais la vraie fonction du tortacus qui de base est pour défendre les chiens à l'inverse, les picots sont à l'inverse, pour défendre les chiens des loups, donc les chiens de protection. Donc on les retournait contre le chien, ben, je peux même pas te donner une réponse valable parce que je comprends pas. Ok. Le meilleur et le pire éducateur canin. Oh putain, tu veux que je, je balance les gens pour de vrai? Peut-être pas le pire, peut-être pas le Si, si, pire. si, Laisse bah si, choisir. parce que de toute façon on ne sait pas, donc on le sait. Le pire pour moi c'est Duke Dog. Et Duke Dog pour moi c'est le pire, et le meilleur ça serait Hervé Pupier ou Esprit Dog. Un des deux. Ok, Hervé Pupier. ok. Hervé Pupier et Esprit Dog, ouais, ils font pas pareil encore. Et Duke Dog, pourquoi du coup? Et Duke Dog parce que déjà on était voisins. Ah, d'accord, ok. Non, et Duke Dog parce que il n'a jamais pu me saquer par rapport au fait que je sois une femme, que je réussisse. Et en fait, il m'a énormément, énormément mis de bâton dans les roues. Et par sa méthode, parce qu'elle n'est pas connue aujourd'hui, mais moi j'ai eu malheureusement pour lui énormément de chiens et de stagiaires qui sont restés chez lui 15 jours. Et il y a eu des décès de chiens, il y a eu du licol, des choses que je comprends pas. Et ça, la méthode. Il y a des choses qui sont bonnes, la base, bon, la base en même temps, il faut pas être, enfin, avoir bac plus 15 je pense, mais il y a des choses qui sont pas mal dans le côté pédagogique. Par contre, dans le côté réactif, je déteste. Je déteste et je le dis, j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, je l'ai dénoncé sur ça, comme il a fait pour moi. D'accord. Et sur Esprit Dog, du coup, c'est quelqu'un que tu suis en fait depuis longtemps. Esprit Et Dog, ses techniques et sa vision, tu apprécies parce qu'il n'est ouais. pas du tout pareil que toi, du coup. Alors, on a des choses où on se ressemble pas mal. En fait, c'est parce que les gens m'ont commenté en me disant vous faites penser à Esprit Dog, Esprit Dog, Esprit Dog, que j'ai commencé à regarder. Et Mhm. quand j'ai commencé à regarder, la logique de base est bonne. Enfin, je pense que sur pas mal de choses, on a la même. Je suis un poil plus coercitive. Je vais peut-être un poil plus vite que lui parce que, ben, je sais pas. En fait, c'est dur parce que moi, je connais qu'à travers un écran. Et c'est difficile de juger parce que j'ai jamais eu personne de chez lui qui m'a dit comment ça se Parce passait que là, il réellement. n'utilise aucun outil coercitif. De ce Il qui est dit. n'utilise aucun outil De ce coercitif. qui est dit. De ce qu'il dit, Ah, bien voilà, sûr. moi le Bien sûr, problème de il ce est qu'il là. montre. Voilà, de ce qu'il montre. Oui, Ah bah effectivement, oui, c'est un on le magicien. sait, on le sait tous. Nous, on le sait La tous, mais bouteille lui, d'eau, il c'est montre pas coercitif. parce que s'il montre, en fait, La bouteille d'eau, c'est coercitif. ouais. Pour certains, Mais il utilise pire que ça. Et il utilise bien pire que ça, mais en fait, il le montre pas forcément parce que c'est sinon, en ça. fait, sa communauté le suivrait C'est pour pas. ça que moi, en Mais ayant voilà. conscience de ça, il est très bon. Parce que je sais que ces résultats sont là. Mm, Maintenant, il y a des choses sur lesquelles c'est pour moi un peu trop commercial. C'est pour ça que je veux pas monter plus dans mon mm. truc. C'est un peu trop marketing, selon moi. Maintenant, c'est quelqu'un que je trouve qu'il y a une logique que peu ont. Vraiment. Au niveau du discours et de comment il parle et comment il défend les chiens, j'aime beaucoup ce raisonnement-là, en tout cas. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et Monsieur Pupier, du coup, qui s'est bien remis en question depuis des années parce que il a changé. Moi, je me suis formé, j'étais passé une semaine chez lui. Mm. Du coup, en fait, voilà, je vois évoluer encore une fois derrière une caméra, mais en fait, il a quand même en fait fait beaucoup de remises en question pour essayer de s'adapter en fait à la Ouais. société et à ce qu'on lui demandait. Et je pense qu'effectivement, c'est un grand amoureux des chiens et il les comprend en fait fortement. Et il est peut-être moins à l'aise avec l'humain, enfin encore qu'il est très à l'aise avec l'humain, je veux dire, il fait peut-être moins C'est d'efforts un vis-à-vis de artiste. l'humain que vis-à-vis du chien. C'est un artiste. Ouais, c'est Il vit ça, dans sa bulle d'artiste, il est dans la tête du chien. C'est c'est ce que ça. j'aime, c'est ces éducateurs-là qui s'en foutent de ce qu'ils filment, ils s'en foutent de ce qui se passe, ils Mm, s'en foutent de ce que pense le maître, parce qu'à ce moment-là, c'est qu'il y a une erreur humaine si on est là. mm, mm, J'aime mm, cette connexion qu'il fait avec le chien et de se dire, ok, toi et moi on va discuter, on a discuté, maintenant je peux vous apprendre, je connais votre chien. Et ça, il le fait en moins mm. de 10 minutes. Après, moi je le connais à C'est travers ça. les écrans, j'ai une stagiaire actuellement qui était pour la formation de mai, j'attends les retours, mais moi avec Pupier me suit sur les réseaux sociaux et on a pu échanger brièvement. Et c'est vraiment quelqu'un qui, effectivement, avec les années comme moi, s'est adouci et a essayé de prendre Mm, sur mm. lui sur beaucoup de choses. Donc moi j'aime beaucoup. Oui, je pense que vous vous ressemblez fortement. Oui, sur avec Vous Pupier, ouais. ressemblez fortement. Euh, du coup, le meilleur et le pire, le meilleur chien que tu as vu et le pire, entre guillemets, En race? en race, en Ah, un chien comportement, clairement? en difficulté,
Bah, le chien en général. Un chien qui t'a marqué, du coup en positif ou un chien qui t'a marqué en négatif? Bah, un chien qui m'a marqué en négatif, c'est pas le chien en lui-même, c'est la situation, parce qu'il a fini en euthanasie. Le propriétaire a décidé d'euthanasier parce qu'il ne se sentait pas de travailler pendant 1 an et demi avec son malinois, qui avait 2 ans et qui était ultra réactif sur tout ce qui bougeait. Ça veut dire une feuille qui tombe, il réagissait, un oiseau qui passe, il réagissait, des choses même très futiles. D'accord. La personne m'a menti depuis le début, donc ça veut dire que dès le téléphone, dès le diag, on m'a menti sur ce que le chien vivait. Et en fait, je l'ai appris après chez le vétérinaire comportementaliste que le chien vivait vraiment, donc j'aurais jamais pu régler le problème avec le diagnostic que j'avais. Donc le chien, au bout de 3 jours de stage, a fini en euthanasie. J'y suis allée pour euthanasier, enfin être là. Et en fait, j'ai compris que le chien, ça faisait 2 ans qu'il était enfermé dans une boîte de transport à la maison, quoi. Et il est sorti, il est venu chez moi et on m'a dit, il est juste réactif vélo, le chien m'a bouffé. Donc. Et donc, je lui ai dit, j'ai annoncé 1 an et demi et que je prenais le chien dans un chenil et que je payais le chenil et que je le prenais 1 an et demi, je lui rendais à la fin s'il fallait. Elle n'a pas voulu, elle a préféré euthanasier. Donc, pire moment de ma vie qui m'a bien cassé. Parce qu'après les malinois, j'avais du mal. J'avais vraiment du mal. En fait, ça me faisait penser à ce chien-là et j'avais peur que ça refinisse pareil. La peur de la suite, quoi. Ouais, Bah, donc c'était un énorme échec pour moi. Celui-là, ouais. Le meilleur, je dirais mon Rottweiler à moi. Par rapport au changement que tu as pu avoir, Ouais. changement d'attitude, C'est un chien qui a été trouvé éventré dans une rivière à 3 semaines. Et j'ai mis 4 ans. Là, on atteint à peu près les 4 ans d'éducation et de rééducation. Et il m'a appris énormément. C'est lui qui m'a adouci, c'est lui qui m'a appris à détourner certains exercices, à pas lui en demander trop. Là, les derniers 4 ans ont été tellement que je vais en reprendre un, quoi. Le Rottweiler, c'est vraiment pour moi. On est tous passés par là. Ah ouais, et celui-là, vraiment. On est tous passés par un chien difficile. Énorme, j'adore. Ok, super. Et du coup, le pire ou le meilleur, on va dire la phrase d'un propriétaire. L'expression, la phrase ou l'idée d'un Que propriétaire. je déteste, mon chien est con. Est-ce que tu l'as comme ça? Mon chien est con. Après vous, ça finira à la SPA ou en euthanasie. Ça, là, en général, on s'embrouille. Hein. Ça tourne très mal pendant 5 minutes. Et après, la propriétaire dit d'accord, c'est bon, j'arrête. Le meilleur, alors phrase de propriétaire. Après avoir des compliments, vraiment les larmes de joie après un stage en disant que c'est magique. Ouais, je pense que la meilleure, après, sur son chien, il y en a tellement, des bons moments, c'est très dur à dire. À vraiment être super. en joie extrême avec son chien après une non-réactivité, par exemple, c'est des choses qui, moi, me foutent les poils directs. C'est génial. C'est génial. Ok. Et on va finir par ton quotidien, le meilleur dans ton quotidien d'éducateur canin, ce que tu adores faire et ce que tu détestes, du coup, dans ton métier d'éducateur canin, dans ton quotidien. Ce que j'adore faire, de toute façon, c'est du réactif. Ouais, je dirais, dans mon quotidien, j'aime les premiers jours de stage. Le diagnostic, c'est rencontrer le chien. Le pire, les propriétaires. Le pire dans mon quotidien, ça va être les personnes qui se mettent entre moi et mon idée. Qui vont mettre des bâtons dans les roues. C'est pas leur faute, voilà, pour le collier, pour tout ça. Non, mais non, voilà. Alors que je sais que c'est la seule solution. Cette patience qu'il faut avoir moi je sais que ça se passe comme ça, vous c'est votre chien, effectivement, moi c'est mon métier, et devoir dialoguer sur ça, c'est je pense le plus chiant. Voilà, il n'y a pas. Oui, mais le métier d'éducateur canin, c'est pas que le chien. Beaucoup pensent que c'est le chien, mais c'est principalement en fait le contact avec le propriétaire et notre capacité à bien communiquer avec lui et à essayer de le guider vers le bon chemin qui fera que le chien va être sauvé parce que c'est eux qui vont pouvoir le faire. Nous, on va pouvoir les aider. Mais eux, ils auront quand même le quotidien et c'est super impactant. Les clés, c'est nous, après, c'est le reste. C'est ça. Merci beaucoup. C'était un excellent échange. Je n'en doutais pas. Merci pour ta franchise, pour ton sans filtre. Et je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec toi. J'espère qu'on en refera un dans quelques mois pour voir ton évolution et voir en fait un petit peu ce qui s'est passé entre deux. Mais du coup, voilà, je voulais te remercier. Merci beaucoup pour avoir pris le temps pour ce podcast. Et on se dit à bientôt. Salut. Salut, ciao. Merci beaucoup.